On est là pour dialoguer. Les exposés, c'est très bien. Ils sont même carrément super, passionnants. Mais il faut aussi dialoguer. Anne Bello, je les ai appelés par leur prénom parce que j'ai la chance de tous les connaître. Et c'est donc pas du tout par manque de respect. C'est pour mettre aussi un peu de convivialité. C'est aussi le ton de la journée. Anne Bello, chère Anne, bonjour. Et vous n'êtes pas la seule femme pour faire un quota. D'accord ? Vous êtes là parce que, d'abord parce qu'on vous aime beaucoup et parce que vous avez plein de choses à dire en tant que PDG du très attractif pôle thermal d'Amnéville-les Thermes. Merci d'être là. Bernard Nucci, bonjour à vous, directeur général de Malaisieux SA. On voit vos camions un petit peu partout dans le Grand Est. J'en vois vraiment beaucoup depuis qu'on se connaît, c'est impressionnant. Vous représentez ici votre club, créé il y a maintenant bientôt 1 an et demi, club entreprise Rive de Moselle, le petit club qui monte. Et puis Pierre Batch, que beaucoup ici connaissent évidemment. Grand plaisir de vous accueillir, cher monsieur. Vous êtes l'ancien président des hôpitaux privés de Metz. Je me permets de rappeler que c'est sous votre mandat, cher président, que les hôpitaux privés ont quitté le centre-ville, hormis quelques services qui restent encore en activité, Sainte-Blandine, Belle-Île, pour rejoindre le site de Ventoux. Et je ne vous présente plus les 3 jeunes hommes qui nous ont fait rêver dans leurs exposés. J'exagère un peu. J'ai envie de vous demander en 1 ou 2 phrases, mesdames, messieurs, une réaction tout simplement. On peut commencer par vous, chère Anne. Une réaction à ce que vous avez entendu, tout simplement, un peu brut de décoffrage. Il y a un chiffre qui m'a marqué. On a parlé de 1h30 entre Metz et Nilvan, je crois. C'est plus qu'entre Paris et Metz. Et il y a une chose que je ne vois pas, parce que j'ai eu un parcours de vie à Luxembourg. Alors la difficulté de la gouvernance, c'est qu'on considère Luxembourg comme une ville. Or c'est un État. Il y a une problématique d'interlocuteur. Le Luxembourg s'attend à avoir comme seul interlocuteur l'État. Et donc, ça induit, quelque part, ils en ont assez de l'inertie constatée en France. Et j'ai lu récemment le dernier numéro du Paper Jam, qui est un hebdomadaire, mensuel, très attractif. Et c'est clairement affiché. Maintenant, c'est les frontaliers, venez vous installer à Luxembourg. Et on ne prend pas en compte dans cette étude le nombre de frontaliers qui aujourd'hui prennent un appartement, une chambre ou un studio à Luxembourg pour y rester jusqu'au mercredi. C'était pas l'objet de l'étude, voilà. Mais c'est aussi une question prégnante. Absolument. Pierre Batch ou Bernard Nucci, il n'y a pas de hiérarchie. Oui, 2 remarques. On a beaucoup parlé du sillon mosellan et sillon lorrain même. Comme on a des amis de Moselle-Est aussi présents avec Réseau Plus. On n'a pas beaucoup parlé de la problématique sur la Moselle-Est, qui est également une problématique, mais qui est différente. C'est un autre territoire. C'est un thème qu'on va un peu aborder tout à l'heure quand même avec les flux frontaliers. Ce qui me fait dire également que moi, ce qui me marque le plus dans tout ça, et bravo pour les études qui ont été faites et les présentations qui ont été faites, qui sont quand même très bien renseignées et outillées, précises. Ce qui me fait dire que on s'aperçoit quand même qu'on a des territoires d'activité cohérents. Quand on parle du sillon mosellan ou du sillon lorrain, on a un territoire, en tout cas pour le sillon mosellan, entre Metz et Thionville et Luxembourg, une continuité d'activité, une continuité urbaine, qui donc attend ou appelle en tout cas des solutions globales. Et quand on regarde les cartes, on a des découpages administratifs avec quelquefois des syndicats ou pas de syndicats, des collectivités qui ont une structure qui n'en ont pas, etc. Et donc, le bon sens semblerait dire que la réflexion, elle sera globale ou elle ne sera pas du tout. Sans entamer le débat sur la mégapole Metz-Thionville ou non, c'est pas le sujet. Je crois que c'est une problématique et c'est une compétence, le transport, la mobilité, qui peut être transversale entre les collectivités. Et je trouve que c'est ce qui est à inventer. Pierre Batch, une première réaction et ensuite on rentrera un peu dans le vif du sujet. 2 réactions. Oui. En attendant le rapport sur l'enquête flash de la Chambre de commerce, j'ai relevé que pour les chefs d'entreprise qui ont répondu, rien de marquant en matière de propositions. Les propositions étaient 15-16%, voire moins. Ça m'amène à me poser la question suivante. Est-ce que les chefs d'entreprise comptent sur le politique pour organiser la mobilité ? Parce qu'en fait, ils n'ont peut-être pas, à leur échelle, suffisamment de moyens pour avancer. Donc, cet écart entre
les deux choses. Je regarde plutôt la partie qui n'est pas exprimée, donc 75% ou 85% dans certains cas, m'amène à me poser cette question. La deuxième question que j'ai retenue, le deuxième point, c'est l'expression qui a été faite par l'un d'entre vous, la nécessaire continuité des moyens contribuant à la mobilité. Lorsque vous prenez l'avion et que votre avion arrive à l'heure, vous savez tout de suite que vous avez un train que vous pouvez prendre, ou un car, etc. Et ici, l'exemple a été donné pour un déplacement d'une étudiante venant d'Ennery à Metz. On se rend compte que la continuité de la mobilité est fracturée et que donc il n'y a pas la possibilité pour quelqu'un de recourir au transport en commun de façon intéressante dans la mesure où cette fracture nuit à la rapidité de la mobilité. Voilà deux réflexions sur ce que j'ai entendu. Vous parlez tous les deux des ruptures. Hein. C'est étonnant, sans s'être forcément concerté. Je reviens sur un point particulier. Tout simplement le titre. C'est souvent bien de lire les choses qu'on nous présente. Les Mosellans au cœur de la mobilité. Est-ce que vous sentez, madame, messieurs, que les Mosellans sont finalement au cœur de la chaîne de la mobilité? Anne Bello, peut-être. Comment vous le ressentez, ça? J'avoue que c'est une question qui me dépasse. Dans le sens où, on l'a dit, on peut être acteur, utilisateur, mais on n'est pas concepteur. Je veux dire, la vision d'un territoire et de la mobilité ne nous appartient pas, effectivement. Il y a 20 ans, et dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il y avait encore le commissariat au plan, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui dessinait un peu les contours d'un pays. Et donc, avec la Tatar et tout ça. Voilà, mais donc je le redis, je suis utilisatrice, actrice, mais c'est pas à moi mais en disant que vous êtes actrice, vous êtes au cœur, où vous pouvez jouer un rôle ou pas. Vous êtes actrice en tant que citoyenne, vous êtes actrice en tant que femme d'association, vous êtes dirigeante, je l'ai dit. Alors il y a personne dans cette salle qui fait autant que le pôle thermal en termes de mobilité. Je vais vous dire pourquoi. Dites-nous. Le pôle thermal, c'est 3 établissements dans la cure thermale qui est orienté rhumatologie et problèmes articulaires. Et notre eau thermale les vertus de notre eau thermale permettent de rendre à nos curistes leur mobilité. Et vous trouverez... Je vais même vous raconter une anecdote. Moi, je la voyais venir, mais les plaquettes sont sur la table à l'extérieur. Je vais vous raconter une anecdote. En mai dernier, je crois, il y a Le Monde qui nous a consacré une pleine page. Et la journaliste vient, et je la raccompagne. Et à un moment, sur le chemin du retour, je lui explique qu'au fond, l'eau thermale d'Améville, c'est au fond une eau miraculeuse pour le tissu économique. Et à ce moment-là, je vous jure, il y a une curiste qui m'interpelle, qui me dit « Vous avez Madame Bello ?» Et elle dit « Il y a 3 semaines, j'étais en déambulateur, et depuis, je marche sans déambulateur. » Et j'ai vu dans le regard de la journaliste se dire... Ils sont même capables de ça, c'est-à-dire susciter des commentaires. Bien. C'est lourd. Pierre Batch, ça vous fait réagir, ça, non? Oui, non, mais je trouve que c'est bien. Lourdes les Amnéville, c'est formidable. Mais encore, vous êtes un Mosellan. Est-ce que vous vous sentez pris en compte au cœur des enjeux de mobilité? Vous avez été acteur, et on va revenir sur votre expérience de président des hôpitaux privés de Metz. L'hôpital est un acteur de mobilité. Je voudrais donner quelques chiffres qui permettent d'illustrer ce sujet. D'abord, l'hôpital, les hôpitaux privés de Metz, c'est 3 sites d'activité hospitaliers, 2 Metz intramuros, 1 en périphérie, Nouilly-Ventoux. Alors, je voudrais quand même vous dire que, contrairement à votre propos introductif, nous n'avons pas quelques activités au centre-ville, nous avons une importante activité au centre-ville. Toutes mes excuses. 900 salariés travaillent sur le site de l'hôpital Robert Schuman et 800 travaillent en centre-ville. Belle-Île, Sainte-Blandine et la direction générale. Donc ça fait quand même une part importante. Et vous verrez tout à l'heure que c'est significatif. Dans l'exercice de l'activité, nous avons à travailler avec des patients. Que représentent les patients? En court séjour, c'est-à-dire ceux qui viennent un jour, ont des soins et repartent en moyenne 6 jours et demi plus tard. 65 000 courts séjours. Si vous comptez que ces personnes ont leur journée d'arrivée, 2 visites
pendant le séjour et la journée de départ. Ça fait 250 000 voyages pour les patients qui sont hospitalisés. 46 000 séjours en ambulatoire, c'est en journalier. Il y a à peu près 60 000 séjours dans les centres services spécialisés. En maison de retraite, nous avons à peu près 150 000 séjours. Chacun est générateur, effectivement, de déplacement et de mobilité. Nous mesurons à notre niveau la fréquentation de notre parking sur l'hôpital Schumann, sur le seul hôpital Schumann, à 1200 voitures par jour, dont la part la plus importante est prise à 40% par le personnel. Donc en fait, on se rend bien compte que nous sommes un acteur sur la mobilité par les engagements que nous prenons. Où s'installe-t-on ? Quels sont les choix dans les horaires de travail ? Le parking permet-il la voiture et supplante-t-il les transports en commun ? Et en centre-ville, on est dans une situation inverse. Voilà le sujet sur la mobilité et l'impact de l'hôpital. Et je reviendrai sur un point tout à l'heure. Bernard Nucci, vous êtes un acteur, avec un S d'ailleurs, parce que vous représentez plusieurs entités dans vos différentes responsabilités. Sentez-vous que vous êtes pris en compte en termes de Mosellan, d'acteurs, de citoyens, etc., pris en compte au cœur de la chaîne, comme l'indique le titre aujourd'hui? Alors, le citoyen que je suis n'a pas le sentiment d'y pouvoir grand-chose, pour être clair, en dehors des élections, où on peut éventuellement opter pour... Mais sinon, c'est vrai qu'on se sent un petit peu en dehors du discours et du débat. Pour ce qui est de l'entreprise, pour prendre Malaisieux comme exemple, nous sommes 180 sur l'ensemble de la Lorraine, mais répartis sur 7 sites. Donc sur Voipy notamment, pour parler du siège et du site local, nous sommes à peu près 45-50 personnes sur Voipy. On est donc sur la métropole, mais en même temps, on est au bout de la chaîne, puisqu'à Voipy, on est implanté exactement à la frontière de la métropole, donc à l'entrée de Smécourt. Et donc, on n'est pas très bien desservi par les bus, en l'occurrence. Donc, on est pourtant sur la métropole, mais pas très bien desservi. Tout ça pour dire que je crois que, encore une fois, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, bien sûr que les acteurs économiques, les entreprises doivent être acteurs et doivent participer à ce débat et à ces études, parce qu'ils sont directement concernés. C'est dit, évidemment, sur une implantation aujourd'hui, la question se pose. Elle se pose presque autant pour la fibre que pour les axes de transport, surtout pour nous qui avons des véhicules qui circulons tous les jours sur la région. Donc la question, elle est centrale, évidemment, mais je crois que ce qui manque, ce sont les passerelles qui existent effectivement entre les acteurs économiques et les institutionnels, et j'irais même, comme je le disais tout à l'heure, entre les institutionnels eux-mêmes. Je disais que je suis à Voipy au bout de la chaîne, et donc à Smécourt, c'est un tout autre débat. Quelqu'un qui habite à Gondange et qui vient travailler chez nous en dehors de la voiture, je ne sais pas comment il fait. Donc, et pourtant, il est presque plus près que quelqu'un qui habiterait Metz. Donc il y a un paradoxe là qui fait que la réflexion ne peut être globale, surtout, encore une fois, sur un secteur qui est urbanisé tout au long de cette région. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui cloche alors? Comment on fait? Comment on avance? Parce que d'ailleurs, vous êtes président, je l'ai dit, d'un réseau d'entreprises. Est-ce que ces réflexions sont prises en compte, par exemple, entre chefs d'entreprise pour essayer de proposer des choses? On a parlé de gouvernance tout à l'heure et de périmètre de gouvernance. C'est le thème qu'a abordé Maxime Lecor. On est pile poil dans le sujet que vous évoquez, ou je me trompe? Non, c'est vrai. Alors, très, très humblement, vous l'avez dit tout à l'heure, le Club Entreprise Rive de Moselle a 1 an et demi. On a déjà abordé pas mal de sujets. Et parmi les commissions qu'on a créées, puisqu'on a plusieurs commissions, on a une commission emploi-formation, qui est une autre problématique des chefs d'entreprise et des dirigeants aujourd'hui, qui nous a semblé en tout cas plus peut-être prioritaire en ce moment. Mais c'est probablement un des sujets qu'il faudra aborder. Ce que je pense, c'est que, évidemment, les clubs entreprises et les organisations patronales peuvent être des interlocuteurs sur ces débats-là. Je crois que la solution, encore une fois, elle est sur les liens qu'on va créer, et encore une fois, où doit se situer la compétence, finalement, sur cette mobilité. Je crois que la question centrale, me semble-t-il, c'est qui doit avoir la compétence. Ça a été dit, la région a la compétence sur la partie ferroviaire. Est-ce que, finalement, on peut n'avoir des compétences que partielles sur des problématiques ça a été dit aussi, la solution, elle est multimodale. Elle ne peut pas être uniquement sur un type de transport. Mathias Bocquet, je vous vois tellement opiner du chef que je ne peux pas m'empêcher de vous donner la parole. Vous buvez du petit lait? Parce que ça fait des années que vous dites ça, c'est ça? Oui, c'est quelque chose que je pense, évidemment. Et puis,
Pour avoir travaillé sur le plan de mobilité de l'Université de Lorraine, tout ce que vous disiez sur les hôpitaux, on le retrouve aussi. Alors, on a à peu près, par exemple, si on prend l'île du Saulcy, 9000 étudiants, 8-9 000 étudiants. Il y a eu des mouvements récemment avec la MIME qui est partie, mais les écoles, les infirmières qui sont arrivées. Mais 8-9 000 étudiants sur le site, 1 millier de personnel. Alors, je ne vais pas m'avancer en disant que les étudiants sont présents tous les jours ou le personnel est présent tous les jours. Non, les enseignants-chercheurs dans les locaux, on les cherche encore. Mais néanmoins, il y a énormément de flux. Et nous, alors, c'est pas sur le parking qu'on va compter les voitures, c'est sur la piste cyclable. Parce que les étudiants n'ayant pas de solution pour venir à l'université, ils n'ont pas d'autre choix que de venir en voiture et n'ayant pas de moyens de se stationner à proximité vont malheureusement sur les pistes cyclables, ce que je déplore personnellement. Mais la question va être aussi du coup comment on organise une solution, comment on trouve une solution. Mais à mon avis, la solution, elle va même au-delà de la mobilité elle-même. Elle va aussi sur la question et pourquoi pas de rapprocher les étudiants de l'université, par exemple en développant le logement étudiant. Là, il y aurait peut-être des moyens d'action. On sait par exemple que sur Metz, le logement étudiant est moins bien développé que sur Nancy. À Nancy, les mêmes problèmes sur le même type de campus, avec le même nombre d'étudiants, c'est le campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy, qui là, pour le coup, vous avez 0 place de stationnement pour les étudiants. On n'a pas la même situation. Pourquoi ? Parce qu'on a rapproché les usagers. Donc, il y a à la fois agir sur les chaînes de mobilité, ça c'est une évidence, mais aussi, pourquoi pas, sur les questions de rapprocher le service de l'usager ou l'usager du service. Voilà. Bernard Nucci, ça marche. J'ajouterais juste un point, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, mais c'est peut-être, en tout cas pour les dirigeants qui sont là, question générationnelle, c'est que évidemment qu'il y a des applications et des solutions numériques demain sur la partie covoiturage. Effectivement, quand on parle covoiturage, ça a été dit, je crois tout à l'heure, on a trop souvent en tête Blablacar pour pas les citer, mais j'ai eu encore ce matin dans ma boîte mail une publicité pour une solution intra-entreprise de partage de mobilité. Je crois que ce sont les solutions de demain et comme je venais en plus aujourd'hui, donc ça a vraiment résonné fort dans ma tête et ça fait partie des solutions sur lesquelles les chefs d'entreprise doivent se pencher aussi. J'allais vous lancer là-dessus, vous Bernard Nucci, Madame Bello. Pierre Batch nous a interpellés finalement en étant surpris des chiffres, des chiffres très bas finalement par rapport à des solutions innovantes, etc. Est-ce que dans les entreprises, ces solutions sont connues ? Alors, on a tous un peu la culture, on sait à peu près que ça existe, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience dans les staffs de direction, de management, pour prendre en compte ces problématiques ? Madame Bello, peut-être, est-ce que vous appliquez à vous-même, dans vos équipes, un certain nombre de règles, genre covoituré, auto partagé, etc. Alors, au niveau du personnel, donc le pôle thermal, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais j'en doute, c'est 3 établissements. C'est la cure thermale dédiée santé, Thermapolis détente et vitalité, avec la cryothérapie à moins 150 degrés et les filles à Pompéi. On a 2 types de population. Je reviens sur le personnel, donc c'est 480 salariés, dont plus de 80% habitent à Amnéville ou dans le bassin d'emploi immédiat. Donc ils covoiturent. La ville d'Amnéville, mais aussi pour les habitants des navettes gratuites à l'intérieur de la ville et la ville sur le site. Ensuite, au niveau de la cure, on a 16 000 curistes qui viennent en majorité de Moselle, du Grand Est et environ 10% des autres régions de France. La cure est la seule en France à utiliser depuis la fin des années 80, début des années 90, un système de minibus qui conduit, pour les curistes qui le souhaitent, de la cure à leur domicile. Donc c'est une société qui est indépendante de la cure, mais environ il y a 12% des curistes qui l'utilisent. Ensuite, il y a de l'ordre de 8% de curistes qui viennent, certains de très loin, compte tenu de la qualité de nos soins. Il y a des curistes qui viennent de Guadeloupe, de Martinique, de Nouvelle-Calédonie, et de l'ordre de 8% qui résident dans les hôtels et résidences du site. Et puis, il y en a de plus en plus dans les communes environnantes qui covoiturent. Donc cette problématique est très prégnante depuis le début, en fond. Bernard Nucci, vous et puis j'ajoute aussi sur le site, puisqu'il y a Thermapolis, c'est 400 000, un peu plus de 400 000 clients par an, et Villa Pompéi 200 000.
on a aussi, et c'est très important, des parkings gratuits. Donc, le genre de 600 parkings autour des établissements du pool thermal et quelques 4000 places de parking quand même sur le site. Avec cette volonté, c'est des parkings qui appartiennent au domaine public et à la municipalité, la volonté du maire Éric Munier de maintenir la gratuité des parkings. Parce c'est un site de loisirs, de bien-être, et les gens ne sauraient arriver stressés, etc. Il y a un deuxième point, c'est quand ils savent que leur voiture est stationnée gratuitement, ils restent plus longtemps dans les structures, et ils ne se limitent pas qu'à une seule structure, après ils vont au restaurant, au cinéma, etc. Et puis, il y a aussi, c'est un peu plus de pouvoir d'achat à dépenser dans les structures. Voilà. Oui, Bernard Nucci, je voulais vous reprendre sur l'exemple que je ne connaissais pas. Ce matin, vous recevez un mail et vous dites « Tiens, cet après-midi, je participe à un débat sur la mobilité. » Et donc, oui, voilà, ça monte au cerveau. Et demain matin Et demain matin, c'est une bonne question. Déjà, le mail, effectivement, voilà. S'il y avait eu cet après-midi ou pas, c'est quelque chose qui me parle évidemment en ce moment et de plus en plus. Mais je le disais, je crois qu'il y a évidemment un phénomène générationnel. On parlait du club tout à l'heure, Entreprise Rives de Moselle. Moi, j'avoue que très vite, on a eu tout de suite une permanente, et notamment pour faire parler du club, les réseaux sociaux aujourd'hui sont indispensables, chose que je ne maîtrise absolument pas. Donc, je veux dire que chacun fait en fonction de ses compétences et de son niveau d'ouverture sur le sujet. Mais ce sont des outils aujourd'hui indispensables. Donc je crois que effectivement les solutions, les dirigeants, pour répondre à la question de tout à l'heure, les dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas forcément impliqués dans ces phénomènes-là et dans ces solutions-là. D'abord parce que ce sont des solutions quand même toutes récentes. Ce type d'applications sont des choses qu'on voit depuis quelques années. Donc c'est vraiment très très récent. Et ça a donc besoin d'être éprouvé. Et pour que effectivement la génération de dirigeants actuels intègre ces solutions-là, il faut qu'il y ait eu des exemples de mis en place, des solutions de mise en place. Donc, mais je crois que l'idée fait son chemin très très clairement, et ça fait partie, pour parler plus clairement là de Malaisie en tant que dirigeant d'entreprise et ceux que je peux croiser au sein du club Entreprise Rives de Moselle, ça fait partie quand même de préoccupations récentes mais réelles. Et je pense que les choses vont changer sur le sujet. Donc, vous y êtes sensible. Bien sûr. Vous êtes sensible et vous militez. Vous menez des actions, vous essayez de construire des actions pour justement aller dans ce sens-là. On est bien d'accord. Voilà, même si, bien sûr, les générations, elles ont leur grandeur et leur vicissitude. En tout cas, on est preneur de toutes les bonnes idées sur le sujet pour avancer. Et la volonté, c'est d'avancer. On a l'impression que l'autopartage et le covoiturage, ça a été dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Maxime ou Mathias, qu'on est plus sur le transfrontalier. Passer une frontière, donc on accepte de partager son habitacle parce que c'est compliqué, etc. Et qu'on n'a pas tellement ce réflexe quand on est finalement pas très loin du lieu de travail. Et pourtant, ce sont des problématiques qui pourraient résoudre aussi beaucoup de questions. Les accès aux zones d'activité, aux zones commerciales, etc. C'est là-dessus que... On a des zones d'activité qui sont énormes. Pour parler du territoire de Rives de Moselle, voilà. Quand on parle du site de PSA, toute la zone Henry-Trémery, je suis persuadé que la mise en place d'outils de ce type-là à l'échelle d'une zone, même sans même parler de l'installation à l'échelle d'une société, mais à l'échelle d'une zone d'activité, là je pense que le club pourrait jouer son rôle et probablement un début de solution. La solution de demain sur la mobilité, elle n'est pas unique, évidemment, ça n'est pas une solution, c'est la combinaison de plusieurs choses. Monsieur Batch, vous seriez encore président, pour nous vous l'êtes encore. Qu'est-ce que vous diriez dans un conseil d'administration sur ces questions-là? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez envie de dire à monsieur le député, monsieur le maire ou madame quand vous voyez les personnes qui peuvent prendre les décisions? Alors peut-être rappeler quelques grands événements qui ont été ceux qui ont émaillé la vie de l'hôpital. Quand on construit un hôpital, puisqu'on l'a construit en 2000, on a commencé en 2010 et on est entré dans les établissements en 2013, où choisit-on le lieu d'implantation? Ça, c'était un vrai problème. Je ne parlerai pas de l'expérience Semécourt où nous avons été contraints de changer de lieu d'implantation. Mais si on était à Semécourt, quel était le problème? Qui était capable éventuellement de construire un pont qui enjamberait l'autoroute, éventuellement des zones d'étang, plus la SNCF, pour permettre une entrée rapide à l'hôpital. Ça, personne ne l'aurait fait, et le président du département à l'époque a été très clair, je n'ai pas de sous.
Donc on a un vrai sujet d'accessibilité. L'endroit où nous sommes a l'avantage d'être à un confluent d'entrée et de sortie d'autoroute, venant de Saint-Avold, venant de la contournante de Metz, et sur la pénétrante de Metz qui s'appelle, je ne sais plus quel est son nom, la route rapide qui pénètre dans Metz. Donc ça c'est un point important. Lorsqu'on a décidé de s'implanter à cet endroit-là, nous sommes allés voir Metz Métropole à l'époque, en leur disant l'entrée de Metz par le côté est, c'est le bazar, ça ne peut pas continuer à être dans cette situation-là. Nous vous demandons de créer un rond-point, car il fallait bien effectivement que la fluidité du trafic soit faite. Nous avons été écoutés et entendus, et effectivement la métropole a construit un rond-point d'accessibilité. Autre exemple dans l'implantation, vous savez que l'hôpital implante également des services hors agglomération. Et nous sommes en train de vivre un sujet qui est celui de Talange, où nous allons implanter un centre de dialyse hors hôpital. Eh bien, le déplacement du centre Schumann vers le centre hors hôpital, d'une partie d'activité, permet d'économiser et du temps de transport pour les patients, qui au lieu d'avoir une longueur, on optimise les déplacements, qui au lieu d'avoir un temps de déplacement long, auront un déplacement court. Et cela se mesure. Effectivement, je crois qu'en fait, les patients économisent par semaine à peu près une dizaine d'heures de transport. Mais ça fait aussi des kilomètres en moins payés par les ambulances. Et l'économie pour 75 patients est de 300 000 € par an. Donc optimiser son lieu d'implantation, dans ce cas-là, est favorable à la société au niveau de la sécurité sociale, favorable aux patients au niveau de leur état de santé. Alors, deuxième catégorie de personnes à l'hôpital, c'est les salariés. Je vous l'ai dit, on était un peu moins de 2000. Ce que l'on constate, c'est que les 900 salariés qui travaillent sur le site de Schumann, 4% d'entre eux utilisent des transports en commun, et nous le savons parce que nous indemnisons nos salariés à hauteur de 50% des frais d'abonnement des transports en commun. 4% utilisent des transports en commun. Tout le reste, c'est la voiture. Ou du covoiturage peut-être, mais ça on ne le mesure pas. Par contre, les salariés du centre-ville, Belle-Île comme Sainte-Blandine, sont 40% à utiliser le transport en commun, puisque nous leur donnons à 40% d'entre eux, c'est-à-dire grosso modo à 350 personnes, une indemnité compensant 50% de leurs frais de déplacement. Ceux qui sont à Belle-Île et qui n'ont pas le moyen d'avoir de parking relais, qui n'ont pas le moyen d'avoir des transports en commun, eh bien, on revient à la remarque de l'étudiante de tout à l'heure, c'est 8 € par jour de frais de stationnement, au tarif favorable de la ville de Metz. 8 € par 20 jours, ça fait 160 € par mois de frais de stationnement. C'est 2 pleins de voitures. Je pense que là, on a effectivement un sujet. Nous sommes ouverts à aider nos salariés à se déplacer dans le transport en commun. On peut se poser la question de savoir si le fait d'avoir créé un parking sur Schumann important, il était de 600 places, nous venons de le passer à 1200 places, puisqu'en fait nous développons nos activités sur le site de Schumann dans l'objectif de fermer l'hôpital Sainte-Blandine. Si en fait le fait d'avoir donné une accessibilité et routière et de stationnement gratuit ne favorise pas l'emploi de la voiture. On a un accès transport en commun métis sur notre site, mais ce n'est pas le métis qui vient, ce sont des vieux bus. Et je me suis posé la question, est-ce que le fait d'avoir un outil de transport plus moderne en site propre comme le métis ne favoriserait pas ou n'inciterait pas plus à utiliser plus le bus? Cela étant, comme tu le disais tout à l'heure, on a des problèmes d'horaire décalé. Certaines personnes, et on a entendu une infirmière, débutent leur travail à 6h15 le matin. D'autres terminent à 22h ou à 23h le soir, sans parler de ceux qui font les nuits. Donc les horaires décalés impactent obligatoirement les moyens de transport. Je continue un tout petit peu sur un autre sujet. Un dernier point et après il faut que je continue. Les patients, comme disait Madame Bello, on reçoit des patients, le nombre c'est 150 000 entrées patients pour la médecine-chirurgie, 270 000 entrées pour les visiteurs et 100 000 pour les consultations sur le site de Schumann. Savez-vous que toutes ces personnes-là viennent en voiture et que ceux qui ne viennent pas en voiture au niveau des patients utilisent les ambulances. Et simplement à titre d'information, la Sécurité sociale nous dit chaque année combien nous rembourse. Sur le site de l'hôpital
des hôpitaux privés de Metz, la Sécurité sociale nous rembourse 10 200 000 € par an de frais d'ambulance. Donc vous voyez le trafic que cela représente, c'est plusieurs milliers de patients qui sont en permanence pris en charge et remboursés en ambulance. Et bien là, l'optimisation, par exemple, de l'implantation du site de Talange contribue à des économies en matière de santé. Je ne parle pas des transports qui nous sont propres, nos camions, parce qu'en fait, il faut bien livrer l'intérieur de l'hôpital. Ah, j'ai eu peur. Non. Et il faut dire que le choix que nous avons fait quand on a ouvert Schumann, ça a été d'avoir 2 entrées. Une entrée visiteur, une entrée ambulance et camion, pour diviser les flux et faire en sorte qu'on ait une fluidification du trafic. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Merci, Monsieur Batch. Le président nous rejoint, il veut nous dire des choses, parce qu'en effet, bon, on aimerait parler pendant 2 heures, évidemment. On ne va pas régler toutes les situations aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de ces témoignages? L'urgence, qu'est-ce que vous avez envie de faire en tant que président de Chambre de commerce pour faire avancer ces problématiques? Alors, je pense que, par rapport à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on est au cœur? Ben oui. Aujourd'hui, pourquoi on se retrouve ici? C'est pas par hasard. C'est pas par hasard du tout, mais parce que la problématique, on la sent bien de façon très prégnante. On voit bien aussi qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein. Pourquoi on a tous ces problèmes à répétition? Que ce soit une étudiante, quelqu'un qui veut aller dans un établissement de santé, mais on ne fait qu'additionner les problèmes. Donc ça veut bien dire qu'il faut qu'on trouve des solutions et qu'on les trouve rapidement. Et ça, l'enjeu, je le disais tout à l'heure, c'est à la fois un enjeu pour le présent, mais un enjeu pour l'avenir, un avenir proche, puisque ça bouge et ça bouge très vite. Donc à la question que vous posiez à nos différents intervenants, mais alors vous êtes au cœur, qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Mais on voit bien quelle est la limite aussi, puisque dans tous les cas, les premières réponses ne peuvent être que collectives. Donc ça veut dire que c'est pas nous, citoyens, entreprises, étudiants, infirmiers ou je sais pas quoi, qui allons réussir à bâtir des petites routes ou des trains tout seuls. Ça ne peut être que collectif, et ça veut dire travailler ensemble. Et ça veut dire que c'est nos élus qui peuvent faire. Donc on a vu qu'ils pouvaient faire. La région a sa part. Et les intercommunalités ont leur part. Donc ça veut dire derrière, où sont finalement les réponses et comment on les applique. L'innovation, je pense, et qui est intéressante au travers des travaux, des laboratoires qui nous ont été présentés, c'est qu'on voit bien que, et c'est ce que montrait Maxime Lecor, les périmètres des intercommunalités ne sont pas pertinents. Puisque, en fait, ceux qui habitent quelque part, ils passent les frontières des intercommunalités en permanence. On a vu les cartes. Donc on l'a vu sur Metz-Thionville. Vous savez, quand on parlait de la métropole qu'on souhaitait, nous, société civile, on en a eu une, mais plus petite. Mais on était déjà sur ce périmètre-là, et c'est ce qu'ont montré les différentes études qu'on a vues. Elle est là, la réalité. Elle est là. Donc ça veut dire que c'est sur ce périmètre-là qu'il faut travailler pour avoir des solutions qui s'appliquent et qui fonctionnent. Donc ça, c'est la première des choses. Et c'est le premier message qui est étayé, prouvé au travers des études, qui permet d'aller jusqu'au bout. La deuxième chose derrière, c'est se dire à ce moment-là, comment on fait? Il n'y a pas à tortiller. On a vu des exemples sur les cartes à côté en Meurthe-et-Moselle. La solution, puisqu'on n'a pas aujourd'hui de métropole complète, c'est un syndicat mixte qui permet de regrouper toutes les intercommunalités concernées, qui leur donnera les moyens de faire. Voilà. Et comme ça, on va résoudre le problème des périmètres où se passent les mobilités et les périmètres administratifs qui vont avec. Donc, c'est la question de l'outil et c'est la question de la carte. Et voilà l'outil. Voilà l'outil, il existe. Alors, au travers de la loi qui va sortir, il va y avoir beaucoup de choses dedans qui devraient forcer encore un peu le trait. Mais ça, c'est un premier élément. J'ai bien aimé la suggestion en fait du TUM, si j'ai bien retenu le nom, parce que c'est un espèce de métro en fait, enfin une colonne vertébrale qui existe, et ça pose effectivement, on l'a dit, la question des ruptures derrière. Parce que ça veut dire, une fois qu'on arrive et qu'on a cette colonne vertébrale qui pourrait certes être très très utile, c'est de se dire comment on distribue. Est-ce que c'est avec des bus, des minibus? Est-ce que c'est avec des solutions de... Ça, il faut vraiment regarder, parce que la suite là-dessus, elle est importante, et ne pas perdre de temps, c'est vraiment important. Mais en revanche, on se rend bien compte que quand on voit les volumes qui circulent sur ce territoire-là, mais on a largement de quoi faire. Donc, dernière chose, les innovations.
Au Luxembourg, au mois de mai, ils ont lancé un site d'application qui permet d'organiser des covoiturages. Mais pas que ça. C'est le gouvernement qui a lancé ça. Avec ça, il y a une exonération, il y a une tarification des frais. C'est-à-dire celui qui fait du covoiturage, qu'est-ce qui va toucher des autres. Et c'est exonéré de charges sociales, c'est exonéré de tout. Voilà. Et à un moment, si on veut avoir une vraie politique qui fonctionne, ça veut dire qu'il faut que ce soit une politique qui marche, qui soit incitative et qui permette d'aller jusqu'au bout. Donc c'est ça aussi le message qu'il faut qu'on fasse passer. Et à une échelle significative. L'échelle, c'est la dimension pertinente, je crois que tout le monde l'a dit. Alors on n'a pas parlé de la Moselle-Est, c'est pas parce qu'on ne l'oublie pas, on va en parler maintenant dans le frontalier, mais c'est exactement la même chose. En fait, on a 2 grands bassins en Moselle. C'est Metz jusqu'à la frontière luxembourgeoise, et c'est la partie Moselle-Est, parce que les 2 parties concentrent des populations, des entreprises, des territoires qui fonctionnent. Donc c'est sur ça qu'on peut travailler, et le modèle dont on parle des syndicats mixtes peut fonctionner là-dessus. Juste pour finir, voilà à quoi ça sert une chambre de commerce. C'est à poser les questions, et ça veut dire qu'on va continuer en fait sur cette voie-là, parce que c'est aussi un vrai test ce qu'on fait là ensemble, de se dire, est-ce que c'est des idées complètement farfelues qui nous passent par la tête ? Ben non. Est-ce que c'est des réalités ? On le voit par des experts, et c'est confirmé en fait par les représentants des réseaux d'entreprises, etc. Donc ça veut dire que c'est tous ensemble qu'il faut qu'on le fasse, et qu'on aille le porter derrière. Et qu'on dise à nos élus, voilà comment il faut avancer. On ne va pas attendre les municipales de 2020 pour commencer à faire bouger les lignes, ça sera bien trop tard. Parce que pendant ce temps-là, les flux continuent à bouger, et chacun a ses ennuis. Donc c'est à ça que sert une chambre de commerce, de proposer, d'avoir des idées, et derrière ça, ce que je disais dans mon introduction, d'accompagner les élus aussi pour leur dire, mais nous, citoyens, voilà ce qu'on vous dit. Et puis nous, entreprises, quand on paye déjà des contributions comme ça, et que derrière, on entend, et finalement, j'ai même pas la réponse, alors que je paye, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes. Mais c'est collectif, personne n'est en cause. C'est collectif, et c'est en faisant cette démarche-là qu'on peut avancer un peu plus loin. La discussion d'une loi à l'Assemblée est un bon prétexte pour discuter avec les élus. En fait, ça va accompagner les choses, puisque la question de la transition énergétique se pose, ça c'est une chose. La deuxième question, en revanche, c'est bien cette question de bouger, de se transporter. On a aujourd'hui, quand on regarde sur ces espaces-là, des choses extraordinaires. J'entendais Anne Bello tout à l'heure, Amnéville, formidable Amnéville, un centre de loisirs, mais tout le monde nous l'envie, on n'a pas d'équivalent sur tout le Grand Est. Un touriste qui est à Metz, qui veut aller à Amnéville, combien de temps il met dans les transports en commun ? 1h10, super. Vraiment, on est fortiche. L'infirmière tout à l'heure, elle disait, ça me prend un quart d'heure en voiture, ou l'étudiante, peut-être je me trompe, et finalement, ça me fait plus d'1 heure quand j'y vais. Voilà. Voilà des réponses très pratiques qu'on doit aborder. Surtout qu'elle dit que ça ne la dérange pas de passer plus de temps dans les transports collectifs. Oui, mais dans tous les cas, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est effectivement des solutions pour avancer là-dessus. Et on sent bien que c'est ensemble qu'il faut le faire. Donc c'est ça la ligne, et c'est ça la ligne sur laquelle il faut tracer. Et c'est ça que fait aussi notre chambre de commerce, c'est-à-dire qui peut porter aussi la voix des uns des autres. C'est nos clubs des présidents, c'est tout ça, et puis une convergence. Mais pour ça, il faut que ce colloque valide finalement que c'est une démarche prioritaire qu'on veut mettre en place. Président, je me permets, on compte sur vous. Merci. Merci à vous. Madame, messieurs, on va conclure. Un petit mot, bref, un seul mot. Qu'est-ce que vous retenez de la contribution de cette journée ? Un mot, s'il vous plaît. Allez, Bernard. Un mot, c'est difficile. Oui, mais j'ai juste envie de dire, c'est un peu plus qu'un mot, mais merci. Qu'il s'agisse d'économie, d'attractivité ou de mobilité, la problématique est la même, c'est la pertinence des tailles et de structure. Pierre Batch. Alors moi, je voudrais répondre à une question qu'a évoquée Fabrice Jonter. Et demain, on fait quoi ? J'ai le sentiment que pour le personnel de l'hôpital, c'est l'organisation des infrastructures de transport en commun et d'accès qui seront la réponse ou qui contribueront à la réponse. Pour les patients, par contre, c'est comme l'initiative Blablacar ou autre, c'est à notre niveau une organisation avec l'outil informatique qui permet d'éviter que des patients ne viennent et ne repartent pour rien parce qu'ils n'ont pas été préparés ou qui oublient leur rendez-vous, ou encore faire en sorte que, au niveau des patients, nous optimisions
par le biais de l'informatique et notamment de la télémédecine, leurs déplacements en les évitant de se déplacer. À titre d'info, lorsque des malades qui ont été greffés du foie vont 3 fois par mois à Strasbourg, tous les mois de l'année, sur le territoire que nous avons de Moselle, ça représente 600 000 km parcourus. Je me permets un mot, c'est technologie. On est capable d'économiser les 2/3 de ça. Technologie. Technologie, voilà. Exactement. Anne Bello. Non, je voulais simplement remercier le président Gunter et d'avoir organisé cette manifestation. Il ne faut pas l'oublier, la mobilité, c'est la vie. Hein. Et, la liberté. C'est la liberté aussi. Et il y a Brigitte Torlotin, à côté, qui est conseillère régionale. Et donc, je vous en remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous nous avez entendus pour aller plus loin ensemble. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Non, Nicolas, bien sûr. Ils étaient là, ils ne sont pas juste... Oui, alors moi je dirais il faut apprendre à dépasser les limites, effectivement. Il faut que Metz regarde vers le nord. Dépassement. Dépassement. On voit l'administrateur Mathias, pardon. Moi, je dirais la convergence des acteurs, que ce soit les hôpitaux, les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales, l'université. Je pense qu'on peut tous justement se mettre autour de la table des fois pour essayer de trouver des solutions pérennes à tous. Maxime Lecor. Moi, c'est plus le terme choix, donner le choix aux gens en fait, de se déplacer par le meilleur moyen et le moyen le plus durable. On vous applaudit très fort, merci beaucoup. Cher Jean-Pierre, venez s'il vous plaît, pour quelques mots. Et vous ferez finalement une excellente transition entre les deux séquences de cet après-midi. On a parlé de cette zone Metz-Thionville. Vous y êtes, vous êtes au cœur de cette zone. Et puis on va parler de transfrontalier. Et il se trouve que vous êtes aussi très concerné parce que vous êtes président d'Entreprendre en Lorraine-Nord, entre autres, président aussi du réseau Réagir qui est en train de se constituer. Ce sont des problématiques que vous connaissez. Vous discutez régulièrement avec notamment nos amis luxembourgeois et sarrois. Quelles sont vos réactions ? Quel est le message finalement que vous avez envie de passer aujourd'hui ? Vous pilotez de grands réseaux d'entreprises avec des problématiques dont on vous rabat les oreilles tous les jours. Vous faites quoi concrètement pour agir, vous, cher Jean-Pierre Georges ? D'abord, bonjour et bonsoir à tous, puisque je vais t'amener à vous quitter, puisque je vais à un conseil d'administration sur Agondange, et tout le monde sait combien les difficultés de déplacement sont difficiles, et je vais être un peu en retard, mais je vais essayer de respecter les limitations de vitesse. Je voulais déjà remercier, bien évidemment, le président Janter d'avoir organisé effectivement cette rencontre. Alors, une problématique, effectivement, de la mobilité, c'est essentiel pour le développement d'un territoire, et pas seulement. Juste pour revenir, effectivement, j'ai rencontré, pas plus tard qu'hier, un chef d'entreprise qui était à l'époque au Val de Fensch, dans les années 80, ça ne nous rajeunit pas, et qui m'expliquait, on évoquait déjà le problème du tracé de l'A31 bis. On l'évoquait déjà à l'époque, vous imaginez, presque 40 ans. Donc ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'il y avait énormément d'éléments d'aide à la décision, mais il manque l'essentiel, la décision. La décision. Et donc il m'expliquait que depuis lors, on avait continué à avancer, donc on a réfléchi sur la mobilité, on avait des tracés, puis on a commencé à urbaniser, à construire finalement des zones où on a mis des habitations, on a implanté des entreprises, où on avait prévu de faire passer finalement cette autoroute. Et qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? La population dit, non, nous on n'en veut plus de l'autoroute, imaginez, on a construit notre maison, elle va passer tout près de chez nous. Pour vous dire le décalage qu'il y a dans le temps, et si on ne réfléchit pas à la mobilité dans son ensemble. Et la mobilité, alors je prends cet exemple-là parce qu'il est vraiment criant, et puis des fois il faut un peu se moquer de nous-mêmes pour voir les difficultés qu'on a avancées. Ensuite, la mobilité franco-luxembourgeoise, elle ne s'arrête pas à la frontière. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous, on réfléchit jusqu'à la frontière qui n'existe plus, puis à Schengen, puis nos amis luxembourgeois, eux, ils ne réfléchissent pas, ils agissent. Et ils font des choses, parce que je ne sais pas si vous avez vu, le président l'a souligné, tout ce qu'ils mettent en place, et nous, pendant ce temps-là, on regarde les trains passer. Alors, on a oublié d'évoquer, parce qu'on parle du transport du personne, mais il faut parler des transports de marchandises. Quand on dit que l'autoroute, elle est naturellement bouchée à certaines périodes de la journée, ce n'est pas que les frontaliers qui vont travailler. Va-t-on admettre encore longtemps qu'on ait des routiers qui viennent du nord de l'Europe, qui traversent la Lorraine sans aucune retombée économique, on leur dit gratuitement et on leur fait encore coucou au passage.
Hein, sur les ponts d'autoroute, vous savez, les enfants, ils aiment bien saluer les routiers. On est vraiment des gens sympathiques. On dit que la Lorraine n'est pas accueillante, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Bon, on ne régule pas le problème. Où en sont les complémentarités entre les aéroports? Où en sont les réflexions avec les ports et le transport fluvial? Où en sommes-nous? Donc nous, notre association Entreprendre Lorraine Nord et la fédération Réagir, qui n'est pas en cours de constitution, mais qui existe, Réunir, Entreprendre, Agir en interréseau, dont le siège est à Marly. J'en profite pour faire un peu de pub, parce qu'on est 13 réseaux fondateurs, on est une trentaine aujourd'hui à l'échelle du Grand Est, parce qu'il faut s'organiser, et on a fait des propositions, puisque je crois que vous avez dit, M. Bach, est-ce que les entreprises se préoccupent de la question? Ben oui, je saluerai Bernard Moreau, qui fait partie du réseau, qui a participé à nos réflexions. On a fait des propositions, on a écrit un livre blanc à la rentrée. Alors, on n'en a pas fait beaucoup de pub, parce que nous, on est plutôt faire que dire. Donc on a envoyé un certain nombre de propositions, et dans ces propositions concrètes qui sont faites, il y a effectivement dans ce document-là de 25 pages, il y a déjà, ça a été souligné par Anne Bello à juste titre, la gouvernance. Pourquoi ils décident plus vite au Luxembourg, avec une capacité de décision qui est beaucoup plus rapide que la nôtre? Nous, pendant qu'on est en train de réfléchir, eux, ils prennent des décisions. Donc il faut mettre un niveau de décision où on parle d'État à État. On n'est même plus à la métropole, même plus à la région, il faut parler d'État à État. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez parlé de la formation, je crois. C'est mon ami de Rive-de-Moselle, Bernard, qui en a parlé tout à l'heure. On continue à former des jeunes qui vont au Luxembourg sans aucune rétrocession du Luxembourg. Ils sont très contents. On leur forme des gens gratuitement. Et en plus, on va mettre des autoroutes pour qu'ils soient de plus en plus nombreux à y aller. Formidable. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer des zones dortoirs. Alors j'ai entendu Anne Bello qui disait, heureusement, il y en a quelques-uns maintenant qui vont se loger au Luxembourg. Quelle bonne nouvelle. Bon, enfin, arrêtons. Et donc, quand on voit au nord, par exemple, je vois un élu du Thionvillois, des maires des communes où il n'y a même plus un électeur sur deux qui va voter. Ceux qui travaillent au Luxembourg, ils s'en tapent de la vie locale. Donc c'est tout un choix de société qui est en train de se faire. Et l'heure aujourd'hui est à la décision. Donc l'A31 bis, c'est maintenant. C'est ça le message qu'il faut faire passer. Le président Janter a fait, on l'a suivi, un certain nombre de présidents de réseau, cette initiative dans la presse il y a quelques mois. L'heure aujourd'hui est à y aller, parce que si on décide d'y aller aujourd'hui, les travaux c'est 2023-2027. Et donc nous on a imaginé un territoire à 2050. Alors on n'est pas sur des visions où on va doubler le nombre de salariés qui iront travailler au Luxembourg. C'est vrai qu'ils auront des problèmes pour payer leur retraite. C'est bien, on travaille ensemble, mais nous, il faut qu'on fasse comme Deschamps, la Coupe du Monde. On joue sur nos points forts. On n'arrivera jamais à rattraper le Luxembourg sur la fiscalité. On n'arrivera jamais à rattraper le Luxembourg sur les charges sociales. Par contre, on a des atouts. Réindustrialiser le territoire. On a des zones économiques, le foncier, moins cher chez nous. Les gens qui vont mettre 2 heures, 4 heures de déplacement aujourd'hui pour faire l'aller-retour au Luxembourg. Moi, je suis président du conseil de développement au Thionville Porte de France. Depuis 1 an, on a des entreprises qui ne vont plus demander à s'implanter au Luxembourg et qui viennent s'implanter chez nous. Bravo! C'est avec ça qu'on arrivera à redémarrer. Et pour ça, vous l'avez souligné, le seul moyen, c'est de travailler ensemble. C'est de s'unir. On n'est pas là pour aller contre les politiques. On n'est pas là pour aller contre les institutions. On doit s'organiser pour être actif et être capable de prendre des décisions. Et on va avoir des élections l'année prochaine européennes. Je ne vous cacherai pas que je suis très inquiet. Déjà parce que nos citoyens ne se sentent pas concernés. Et en plus, ces vagues aujourd'hui de réflexion qu'on a, de défiance, cette manière qu'on a de se refermer sur nous-mêmes, c'est très grave. C'est très grave pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes étudiants ici. On doit aussi avoir ces réflexions-là pour vous. Dans 20 ans, dans 30 ans, on doit imaginer la société dans 20 ou 30 ans pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'agir. Voilà ce que je suis venu dire au nom des entreprises et des réseaux, mon cher Guy. Merci pour ce plaidoyer, cher Président. On vous applaudit. C'était pas facile d'intervenir comme ça. Merci. Attention au radar.